Je m'appelle John, et voici mon histoire. C'est une histoire d'amour, de perte et de la douloureuse constatation que parfois, même les liens les plus forts peuvent s'effilocher. Ma femme Émilie et moi nous éloignons l'un de l'autre depuis des mois. La distance entre nous grandissait de jour en jour, tel un gouffre grandissant qu'aucun de nous ne savait comment combler. Les couleurs autrefois vibrantes de notre mariage s'étaient estompées pour laisser place à un gris terne. Nos photos de mariage, autrefois symboles de notre joie, ressemblaient désormais à des vestiges d'une époque révolue. Nous nous disputions davantage, rions moins. Nos conversations, autrefois emplies de chaleur et de compréhension, s'étaient transformées en champs de bataille empreints de ressentiment et de frustration. Ces silences glacials en disaient long. Chaque instant de silence me rappelait le vide grandissant entre nous. Émilie était devenue distante, repliée sur elle-même, telle une forteresse gardant un sombre secret. Elle était là, mais pas vraiment présente, perdue dans son propre monde. Un soir, après une nouvelle dispute inutile pour rien, elle prononça des mots qui me blessèrent profondément, des mots qui résonnèrent dans ma tête longtemps après les avoir prononcés. « Tu es une mauviette, John », cracha-t-elle. Sa voix était emplie d'un venin que je n'avais jamais entendu auparavant. « Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. » Sa déception était palpable, un poids lourd qui pesait sur mon estomac. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Ils ont brisé le fragile espoir auquel je m'accrochais. Ils ont confirmé ma peur la plus profonde. Je l'avais perdue. La femme que j'aimais s'éloignait et je ne pouvais rien y faire. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de petits déjeuners silencieux et de soirées creuses. Nous vivions nos routines comme des fantômes, reconnaissant à peine la présence de l'autre. Mais j'étais loin de me douter que sa cruauté ne faisait que commencer. Chaque jour apportait une nouvelle blessure, un rappel de notre chute. Émilie semblait vivre dans un monde à part, les yeux constamment rivés sur son téléphone, un sourire narquois aux lèvres. C'était comme si elle avait trouvé du réconfort là où je ne pouvais la suivre. J'ai senti une boule d'angoisse se nouer dans mon estomac, quelque chose n'allait vraiment pas. La femme que j'avais connue était désormais une étrangère, et j'étais aux prises avec la peur de ce que cela signifiait pour nous. Ma femme, la femme que j'aimais, était une étrangère. Une étrangère qui semblait prendre plaisir à ma douleur, une étrangère qui me méprisait visiblement. Et au fil des jours et des semaines, j'ai réalisé que le gouffre dans notre mariage n'était pas seulement un vide, mais un abîme qui menaçait de nous engloutir. Tard un soir, je suis tombé sur la vérité, brutale et indéniable. C'était une nuit comme les autres, du moins c'est ce que je croyais. La maison était silencieuse, le seul bruit étant le ronronnement du réfrigérateur. J'allais me coucher quand j'ai remarqué le téléphone d'Émilie, négligemment laissé en charge sur le comptoir de la cuisine. Son téléphone a vibré, un message a brisé le silence. La curiosité l'a emporté et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était un homme nommé Marc, un nom que je n'avais jamais entendu ni mentionné auparavant. Les mots « j'ai hâte de partir » m'ont sauté aux yeux, accompagnés d'un émoji cœur. Mon esprit s'est emballé, essayant de comprendre. Mon cœur battait fort en parcourant leurs messages, chacun d'eux étant un coup de poignard dans mon âme. Plus je lisais, plus c'était clair. Émilie avait une liaison, les photos et les messages pointaient tous vers une vérité indéniable. Les escapades romantiques, les cadeaux coûteux que j'avais naïvement cru être des marques de reconnaissance de la part de son patron exigeant, étaient tous pour lui. Chaque mensonge qu'elle avait proféré, chaque excuse qu'elle avait invoquée, prenait désormais tout son sens. Cette prise de conscience m'a frappé comme une tonne de briques. Je sentais le poids de la trahison m'écraser. Ce n'était pas seulement son indifférence qui l'avait changé, c'était un autre homme. La distance émotionnelle, les nuits blanches, les appels téléphoniques secrets, tout cela s'accumulait. L'homme avec qui elle prévoyait une escapade romantique, l'homme qui avait pris ma place dans son cœur. Une colère vive et dévorante m'envahit. J'aurais voulu la confronter pour exiger des réponses, mais j'étais paralysé par le choc. Mais sous cette rage, je ressentais une profonde tristesse, un chagrin profond et douloureux qui menaçait de me submerger. La femme avec qui j'avais juré de passer ma vie m'avait trahi de la pire des manières. Le jour de notre mariage, les promesses que nous avions faites, tout cela ressemblait à une cruelle plaisanterie. Elle n'avait pas seulement brisé mon cœur, elle avait bouleversé mon monde. Tout ce que je croyais savoir était un mensonge. Et pour couronner le tout, elle a eu l'audace de me traiter de faible, comme si sa trahison était en quelque sorte de ma faute. La douleur de ces mots était plus vive que n'importe quel couteau. Émilie, perdue dans son réseau de tromperies,
était effrontée. Elle a parlé ouvertement de son voyage d'affaires dans un vignoble du nord de l'État, un voyage dont je savais maintenant qu'il s'agissait d'un rendez-vous romantique avec son amant. Elle a même eu l'audace de me demander de faire ses valises, d'une voix d'une douceur feinte. « Prends ma robe rouge, chérie », a-t-elle gazouillé, les yeux brillants d'impatience. C'est la robe préférée de Marc. Chaque mot était une gifle, un rappel de son mépris total pour mes sentiments. Mais j'ai joué le jeu, un plan se dessinant dans mon esprit, un plan de vengeance. Émilie, aveuglée par son propre égoïsme, restait inconsciente de mon trouble intérieur. Elle était trop préoccupée par la perspective de son escapade romantique pour remarquer l'éclat d'acier dans mes yeux ou la grimace de ma mâchoire. Elle apprendrait bien assez tôt que la mauviette qu'elle croyait avoir épousée était capable de bien plus. Je ne m'abaisserai pas à son niveau, je ne la laisserai pas m'entraîner dans la boue où elle s'épanouissait. Je ne m'engagerai pas dans des disputes mesquines ni n'essaierai de la reconquérir. Elle aimait le chaos, et je refusais de participer à ces jeux pervers. Non, ma vengeance serait bien plus dévastatrice. Ce serait méticuleusement planifié, exécuté avec précision, et ne lui laisserait aucune marge de manœuvre. Je la dénoncerais comme une imposture, et je le ferais d'une manière qui la marquerait plus profondément que n'importe quelle douleur physique. La vérité serait mon arme, et elle blesserait plus profondément que n'importe quel couteau. Je savais exactement ce que j'avais à faire. Chaque étape était planifiée, chaque détail était pris en compte. Il n'y avait aucune marge d'erreur. Le jour de son voyage d'affaires arriva, c'était l'occasion idéale, le moment que j'attendais. Je la regardais se pavaner devant le miroir, inconsciente de la tempête qui allait l'engloutir. Elle était si confiante, si sûre d'elle. Alors qu'elle sortait en flânant, valise à la main, je ne pus m'empêcher d'éprouver une pointe de pitié pour elle. Elle ignorait ce qui l'attendait. Elle tombait dans un piège, que j'avais tendu avec le plus grand soin. Elle ignorait que sa façade soigneusement construite était sur le point de s'effondrer. Son monde allait basculer. Ce soir-là, j'ai mis mon plan à exécution. Le trajet jusqu'au vignoble fut long, mais il me laissa le temps de réfléchir à tout ce qui avait mené à ce moment. Je me rendis au vignoble, un profond sentiment de satisfaction m'envahissant à chaque kilomètre. Ça y était. C'était l'aboutissement de tous mes efforts. Plus je m'en approchais, plus tout devenait réel. Ce n'était pas un rêve, c'était en train de se produire, le vignoble se profilait devant moi, symbole du jugement à venir, et Émilie allait goûter à sa propre médecine. Elle comprendrait enfin la douleur qu'elle avait causée, et il n'y aurait pas d'échappatoire.